trois choses peuvent être signalées dans ce débat. Donc à chaque fois, les acteurs de la société civile ainsi que les partis politiques se répartissent en deux courants ou deux représentations antagonistes. L'une généralement perçue comme la référence religieuse, donc perçue comme conservatrice, et l'autre plutôt perçue comme moderniste et progressiste. C'est un schéma binaire, bien sûr, très simplificateur des enjeux que recouvrent l'une et l'autre tendance et des multiples interactions qui traversent les collaborations. Cela est aussi et surtout révélateur des problèmes liés aux catégories que nous utilisons les uns les autres pour déchiffrer la complexité de la réalité sociale. Et, un peu plus fort, Fabien, s'il te plaît. La deuxième caractéristique dans ce débat, c'est que la question identitaire, la question de l'identité, imprègne tous les débats. La définition, par exemple, lors de l'élaboration de la Constitution, il y avait un débat, une polémique dès le début autour du préambule de la Constitution. L'État tunisien, la Tunisie et l'État, à qui des deux on donne le caractère islamique. Donc, d'autres questions aussi, par exemple la question de la famille, le rôle de la femme, jusqu'à l'école et sa mission. Toutes ces questions étaient objet de discussion et de controverse. En réalité, la question identitaire, comme le dit Hichem tout à l'heure, n'est qu'un paravent à un débat récurrent depuis le milieu du XIXe siècle autour du couple de rapports politiques et religieux. Mon propos ici est d'analyser deux moments de cet épisode réformiste du XIXe siècle. Le premier est le débat qui a eu lieu suite à la proclamation du pacte fondamental en 1957 au sein de la commission désignée par le BEI pour expliciter le contenu du pacte fondamental et pour préparer la Constitution. Et le deuxième que j'ai appelé le moment Chamema, dans les années 70, c'est-à-dire avant l'établissement du protectorat, de l'élaboration de ce qu'on appelle la nationalité tunisienne. Mais avant, je voudrais dire une petite remarque à propos de l'historiographie tunisienne post-coloniale, avec un trait d'union post-chronologique, c'est-à-dire après la post-colonisation. Cette historiographie a toujours perçu ce moment de réforme comme étant un moment où commence à apparaître une scission entre deux manières de voir la société et la réforme. Deux groupes, deux catégories. Un premier groupe fait d'hommes de religion, c'est-à-dire les oulémas, qui étaient hostiles à toute tentative de réforme et de modernisation, et une autre catégorie qui était plutôt progressiste, moderniste, influencée par l'Europe, et qui penche plutôt vers la modernisation de l'État. Par exemple, Cheikh Fachata, par exemple, il dit du point de vue du droit musulman, pour les oulémas, l'introduction d'éléments halogènes était interprétée comme une innovation condamnable et donc à rejeter. De même, par exemple, ce qui attire l'attention, c'est que ce processus de modernisation était perçu de ce point de vue, qui continue jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, comme s'il était divisé la société entre deux catégories. Chacune avait une attitude bien déterminée, une attitude monolithique. Il y a donc essentialisation des attitudes des protagonistes de la réforme qui sont perçues au-delà des contextes et de leurs aléas comme stables. Donc pour aller vite, je vais voir comment les attitudes étaient plus complexes, parce qu'il y avait des tensions au sein de chaque groupe, au sein des oulémas, comme au sein de ceux qui sont perçus comme modernistes.
en plus de l'antagonisme qui existait entre les deux parties. Et c'est au moment de la déclaration du pacte fondamental qui annonce, comme vous le savez, l'avènement d'un nouveau modèle de société régi par le principe d'égalité entre ces différentes composantes. Donc le pacte fondamental, comme vous le savez, bouscule les traditions et abolit l'ordre ancien, social, basé sur la hiérarchie et la discrimination en fonction des appartenances religieuses. Le modèle social et politique annoncé par le pacte donc sera régi par des lois qui ne s'inspirent pas franchement ni du Coran ni des exégèses des Fuqaha, mais d'institutions fondées sur des lois humaines. Donc suite au pacte fondamental, pour aller vite, le BEI décide de nommer une commission formée à égalité d'Ulamaa et d'hommes politiques de Marseille pour d'abord expliciter le contenu du pacte. C'est-à-dire, ce que ça veut dire expliciter, c'est dire, on demande aux Ulama de dire que les principes édictés par le pacte sont compatibles avec la religion, avec la charia. La commission, les premières réunions ont eu lieu au début de novembre 1957. Et trois semaines après, les hommes de c'est-à-dire les Ulama qui appartenaient aux deux rythmes, Malikite et Hanafite, ont décidé d'un commun accord de quitter la commission. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc, en étudiant, ils nous ont laissé des documents dans les archives qui reflètent la position des Ulama vis-à-vis de chaque principe du pacte. Donc, il y avait des difficultés pour les Ulama d'adapter les principes du pacte avec la charia, notamment par exemple la question de la justice civile. Donc pour eux, les sentences ne peuvent s'y référer qu'à la charia. Sinon, autre chose, si ce n'est pas la charia, ce serait, selon leurs paroles, ces sentences seront qualifiées de politiques ou relevant de la raison. Mais il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de muharram dans ces documents qui nous sont légués par cette période. Par exemple, pour les non-musulmans aussi, c'est problématique. Ils sont unanimes pour garantir aux aînés, c'est-à-dire les non-musulmans, la liberté de culte, comme le préconise le pacte fondamental, mais ils sont aussi unanimes pour leur interdire sa pratique publique. Ils continuent par exemple à utiliser le lexique que vous connaissez, désignant les non-musulmans dans l'exégèse et dans la culture des fiqh, de donner des kefs, de l'islam. Mais au sein de cette attitude-là, qui paraît un peu monolithique, nous avons par exemple des muftis qui n'étaient pas tout à fait dans l'attitude, n'étaient pas tout à fait indexés sur cette tendance générale. Par exemple, le mufti Mohamed Boukhouch a été un mufti hanafi, était globalement plus modéré. Il a une attitude ambivalente, oscillant entre tolérance et interdiction. Il est à la fois dans une logique traditionnelle, tout en ayant conscience que cette logique n'a plus cours, ce qui lui permet de concéder au prince une marge de liberté d'action en fonction des impératifs du présent. Donc l'attitude, globalement, n'était pas unanime. Il y avait, quand on lit le texte de l'intérieur, il y avait des nuances à l'intérieur du texte. Par exemple, Mohamed Boukhouch, après avoir rappelé les conditions de résidence des non-musulmans en terre d'islam et des restrictions édictées par les Fuqaha, il dira tout cela est devenu aujourd'hui caduc. L'autorité de l'islam s'est affaiblie, la religion est minorée, et on donne au Musta'man, c'est-à-dire l'Européen, le droit de propriété sous certaines conditions. Il rappelle que Dieu a donné aux musulmans la possibilité d'avoir des relations pacifiques avec les non-musulmans, Moueda, avec les gens de la terre, Al-Hab, c'est-à-dire les chrétiens. Donc, remarquons donc d'abord que les ulama, malgré leur opposition manifeste au principe du pacte, ne prononcent jamais le mot d'interdiction ou de haram. Ils se contentent de dire c'est contraire au charia. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que le départ des ulama et surtout leur hostilité
envers le principe de Adl Amen n'a pas empêché le pouvoir d'aller de l'avant dans la concrétisation des réformes consacrant les principes de la citoyenneté et de la sécularisation, notamment, par exemple, en 1958, l'ensemble des restrictions vestimentaires qui pèsent sur les juifs sont abolies, sont autorisés comme le reste des sujets à acquérir des biens. Dans la même année aussi, on décidera que les waqf, les habs publics de Tunis et de sa circonscription, qui auparavant étaient sous l'autorité du Shah, passent sous l'autorité du conseil municipal, ce qui constitue un début du processus d'étatisation du waqf qui culminera en 1975 par la constitution de l'Jamia al-Awqaf. Alors, qu'est-ce qui reste dans cette commission? Restent les hommes du Marzem, c'est-à-dire les hommes du pouvoir parmi lesquels se trouve Khaïroudi, par exemple, ou le Premier ministre Mustafa Zahar. Donc, ceux-là, malgré leur appartenance à la sphère bélicale et l'expérience politique acquise à Tunis ou ailleurs, ils restent en majorité fortement imprégnés par les cultures religieuses. Cet état d'esprit est visible non seulement lors des débats, mais aussi au niveau du lexique dont ils font usage et qui ne diffère pas de celui des ulama. La tension aussi persistera entre ces membres. Tous vont déployer beaucoup d'énergie et faire preuve de persévérance et d'une volonté manifeste de dépasser leurs difficultés. Par exemple, un des membres de la commission demande à ses collègues d'abolir l'usage du mot demi, devenu selon lui anachronique. Les références des membres restants de la commission sont évidemment d'ordre religieux, mais il est intéressant de noter la référence à un livre, par exemple, comme Les politiques Sha'ari. C'est un livre, c'est un ouvrage composé à la fin du XVIIIe siècle par le Mufti Bayer Ier, à l'intention du bey Hamid Besha, où il permet au prince de prendre des décisions dans des questions, pour résoudre des questions qui ne trouvent pas de solution dans le champ. On cherche aussi d'autres références. On découvre ainsi, par exemple, qu'à Istanbul, le témoignage du non-musulman est accepté, et qu'on lui donne le nom de Istikhbar, au lieu du mot Shahada à résonance religieuse, ce qui permet de contourner, bien sûr, l'interdit religieux. L'expérience française en matière d'organisation judiciaire constitue aussi une référence pour les hommes de la réforme. Donc, au milieu de ces hommes de la réforme, c'est souvent Khaïroudi, il faut le dire, qui intervient pour mettre le reste des membres devant leurs contradictions en montrant que leur attitude peut être fatale aux intérêts des musulmans et aussi de rappeler toujours le principe du pacte fondamental. Un événement qui m'a semblé significatif dans cette évolution, c'est qu'à la mort de Mohamed Bey, celui qui a, dans son règne, élu le pacte fondamental, la première chose qu'on rappela au nouveau souverain, c'est-à-dire Mohamed Sadr, fut le respect du pacte fondamental. En effet, l'entourage du Bey, selon Ibn Berdiev, lui signifia que son accession au pouvoir est tributaire du respect de cet engagement. Et ainsi, et avant même l'enterrement de son frère, il prêtera serment sur Adl Amen, et c'est seulement après qu'il recevra la bay'a des ulama et des autres dignitaires présents. C'est intéressant comme symbolique. Plus tard, lorsqu'il prit connaissance, le même Bey, de l'avancement des travaux de la préparation de la Constitution et du Code pénal, et du désistement du ulama, il adoptera la même position que celle de son frère et dira en substance « la chose politique n'est pas de leur compétence ». Il conseillera aux membres de la commission d'abord de se renseigner sur les lois des autres pays pour que celles qui seront élaborées soient compatibles avec les intérêts présents du pays. La compatibilité avec les principes du Shah était à ses yeux seconde. Il envisageait même la possibilité de ne pas en tenir compte en cas de nécessité. Voilà donc pour cette première période de ces réformes dites constitutionnelles et qui vont rehausser et confirmer institutionnellement les prérogatives de l'État. Alors le deuxième moment que j'ai appelé le moment Nassim, alors Nassim, je ne sais pas si l'audience le connaît, c'est un haut fonctionnaire tunisien, c'est le trésorier et le directeur des finances du Bey de Tunis, un juif. Alors, il s'exile en 1864, lors de la révolution de 64. Il s'installe en France. Et
et finit ses jours en Italie à Livourne. Alors il demande en premier, dans une première étape, il demande la nation. Il se renseigne sur les conditions d'acquisition de la nationalité française. Ensuite, il se décide pour la nationalité italienne. C'est pour cela qu'il se transporte à Livourne. Et là, il postule pour la nationalité italienne au début des années 70, en 71, mais il meurt en 73 subitement avant d'avoir accompli les démarches nécessaires pour l'obtention de la nationalité. Et donc, 3 ans après sa mort, le tribunal de Livourne déclare que Nassim est mort sans nationalité. Donc, il est mort, pour le tribunal, pour les juges italiens, Nassim il a renoncé à sa nationalité tunisienne, puisqu'il a fait la demande de la nationalité italienne, et il n'a pas obtenu la nationalité italienne. Donc il est mort sans nationalité. Donc sans entrer trop dans les détails, j'insisterai surtout parce qu'il y a eu une grande polémique autour de sa nationalité. Donc le désigné en 1973, parce que Nassim a emporté le trésor, il était redevable de somme énorme envers l'État tunisien. Donc désigné pour représenter l'État tunisien dans l'affaire de sa succession, le général Hassine, qui est une figure marquante du réformisme tunisien, on le choisit parce qu'il a une expérience politique, mais aussi il connaissait la langue italienne. Donc, le général Hassine dénonce l'injustice du général Hassine. Il y a d'abord les archives de sa correspondance avec les hommes du pouvoir en Tunisie, mais aussi il a laissé un mémorandum destiné aux avocats de la défense. Et donc, dans une de ses archives, par exemple, il dit en dehors de ses retombées financières, c'est-à-dire le jugement, le verdict du tribunal de Livourne détruit un pilier fondamental de la politique de notre pays par rapport au sujet juif, puisqu'il suffit que l'un d'eux passe vers un pays étranger et renonce à la nationalité tunisienne pour qu'il ne soit plus justiciable de nos lois. Il s'attache en premier lieu à contester aux juges italiens le droit de soumettre le cas Nassim à des normes supposées universelles alors qu'elles ne s'appliquent pas aux terres d'islam. Dans son mémorandum, il dit que les pays d'Europe ont choisi de s'organiser sur une base nationale et ethnique. D'où le nom Jensiyet. Le national, il est désigné comme Jens. Alors que les musulmans ont choisi la religion comme fondement des liens, des normes communautaires et nationales. Le lien fondé sur le charia établit selon Hussein une égalité parfaite entre l'ensemble des sujets du souverain, qu'ils soient musulmans ou dhimmi. Tous deux donc seront soumis à la même loi. Il dit le sujet d'un gouvernement musulman, quelle que soit sa religion, comme même il aurait obtenu une nationalité étrangère, un emploi public ou son admission dans le service militaire d'un pays étranger, donc sans le consentement de son gouvernement, ne perd pas pour autant sa nationalité d'origine et que son gouvernement ne lui reconnaîtra jamais cette perte. Et c'est pour cela qu'en rentrant dans sa patrie, il n'a aucune procédure à suivre pour être reconnu sujet du pays, puisqu'il n'a jamais cessé de l'être. Si le référent pensé avant tout par Hussein est largement islamique, il est intéressant de noter qu'il ne ressort pas du tout de l'appartenance globale, l'appartenance ottomane. Bien que Tunis soit province ottomane, à aucun moment du procès, il n'invoquera la suggestion au sultan d'Istanbul. Donc, l'islam dont parle Hussein, il est territorialement limité à l'espace tunisien. Hussein a pris son raisonnement en 1977 sur une fatwa rédigée par 2 ulama hanafites dont le cheikh d'Islam. Le cheikh d'Islam, donc ils affirment que le déplacement de sujets tunisiens en pays étranger n'est pas considéré par les lois tunisiennes comme un motif conduisant à la cessation de sa nationalité. Le Tunisien demeure, c'est le fatwa dit ça, le Tunisien demeure en retournant dans son pays dans sa primitive nationalité de suggestion. Donc Hussein insiste sur l'égalité entre les sujets tunisiens, non seulement dans sa pensée, mais aussi dans la mise en place de sa stratégie. Et les graines, les droits qui leur sont octroyés, les décrets bellicaux,
Au demeurant, les hautes fonctions occupées par Nassim apportent, selon lui, un démenti au compte de ses adversaires. Donc, les preuves qu'il collecte pour démontrer la nationalité tunisienne de Nassim émanent aussi bien d'instances religieuses juives que musulmanes. Donc, ces preuves, toutes les deux, c'est-à-dire les deux catégories de preuves émanant de juifs ou de musulmans, elles portent toutes les deux le terme de fatwa, même si elles sont émises par le rabbin de Tunis. Donc la raison du marzen, une raison d'état naissante, se déprend, comme vous le voyez, visiblement des déterminations purement religieuses, si tant est qu'elle s'y soit jamais astreinte. Le recours au fatwa doit être perçu comme l'une des ressources de légitimation, et en l'occurrence comme un support parmi bien d'autres utilisés par le laïc pour asseoir son autorité et défendre ses intérêts. La référence aussi à la démitude dans le discours de Hussein ne signifie pas discrimination, elle est utilisée pour dire non-musulman, elle est vidée de son contenu discriminatoire établi par la charia. Hussein était convaincu de la nécessité d'établir une égalité totale entre les habitants, comme en témoigne sa lettre à Khaledi en 1976, où il exprime son désir de voir disparaître la fonction de qaïd des Juifs à Tunis et d'amalgamer ses corps religionnaires avec le reste de la population afin de ne pas procéder à des distinctions dans l'administration des sujets. Donc l'argumentaire de Hussein ne s'enferme pas dans la sphère religieuse. Il situe son action dans le sillage du pacte fondamental et de la Constitution de 1861. Ces deux textes, suspendus au lendemain de la révolte de 1864, continuent à faire sens pour Hussein. C'est précisément l'article 92 de la Constitution tunisienne de 1861 qui sera constamment cité dans l'argumentaire. Cet article stipule que tout Tunisien qui se sera expatrié pour quelque motif que ce soit, quelle qu'ait été du reste la durée de son absence, qu'il se soit fait naturaliser à l'étranger ou non, redeviendra sujet tunisien dès qu'il rentrera dans le royaume de Tunis. C'est ce qu'on appellera plus tard la double nationalité. L'énoncé donc pose d'abord la catégorie tunisienne qui renvoie non plus au statut de sujet, mais à l'habitant du territoire, celui de la régence de Tunis. Il appuie en second lieu le principe d'égalité entre les sujets d'ébé, souvent évoqué par Hussein, et l'absence de restriction de leur mobilité en dehors des frontières de la régence ou à l'endroit de leur établissement ou encore à l'ébé de leur absence. Donc ce que j'ai voulu montrer à partir de là, c'est que je trouve beaucoup de similitudes entre ces attitudes du XIXe siècle et ce que l'on voit aujourd'hui. Dire on veut passer à quelque chose qui a un rapport avec quelque chose qui est politique, qui est foncièrement politique, social, mais sous un couvert de religion. Et je finirai par cette remarque, par exemple, vous vous rappelez que le préambule de la Constitution tunisienne, où la préparation de la Constitution, lors de la préparation de la Constitution, on a eu une polémique en 2012, je pense, autour de la Tunisie est un pays, la Tunisie est un État, la Tunisie est un État dans la religion et l'islam. Et toute la polémique était sa religion, est-ce qu'elle réfère à l'État ou est-ce qu'elle réfère au pays. Et aussi, il voulait mettre la charia comme support de la Constitution, toute cette polémique. Et je vous rappelle aussi, à ce moment-là, c'est très significatif, le président de la Nahda, Manouche, à ce moment, pour mettre fin comme ça à cette polémique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que 95% des lois de Ben Ali sont issues de la charia. Et c'est fini, il n'y a pas eu de discussion sur le religieux. Et on passe à autre chose. Merci de votre attention.